Bienvenue tout le monde sur l'épisode 40 du Brap Show en partenariat avec MGT Design et MGT Design Racewear. Pour toutes vos demandes de kit déco 200% perso, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram. Et si vous voulez la tenue assortie à la déco, du jamais vu, une tenue 200% perso, c'est @mgtdesign-racewear sur Instagram. Tout à fait. Une déco ou une tenue 100% créative, 200% perso, pour un client 300% satisfait. Ça, c'est vous. Donc, allez-y. Si vous aimez nos petits épisodes du Brap Show, j'ai un petit truc à vous demander. Mettez un petit like. Si on atteint 20 likes, on vous sortira un petit épisode bonus sur le MXGP de Ernée. Voilà. 20 likes, c'est pas beaucoup, mais on l'a jamais fait. Donc, allez-y, on tente quoi. Lui, il rigole parce que 17 000 abonnés sur TikTok, Mister Brap à mes côtés. Pas encore 16 900 Presque. À l'issue de ce soir, il y a moyen. Voilà, si vous allez aussi sur TikTok et vous abonnez à Mister Brap, parce que c'est du contenu, ou si vous aimez la moto, ou vous aimez rire, ou vous aimez les deux, eh ben, il faut suivre Mister Brap sur TikTok en fait, parce qu'on fait un petit peu tout ça là-bas. Et nous, on va parler tout de suite AMA Motocross, premier round, Fox Raceway, Apala. Et on a dit qu'on parlera du MXGP dans un épisode bonus, mais à travers un petit peu le monde entier, on a eu de la course ce week-end quand même. Bah ouais, quand même, hein, de grosses épreuves, enfin surtout pour nous Français, quoi, une épreuve du championnat du monde à Ernée. Apparemment, l'ambiance était assez folle. J'ai eu aussi quelques retours. Et puis, du coup, j'ai regardé les courses, des belles courses aussi là-bas. Et puis, pareil pour l'ouverture de l'Outdoor. Donc ouais, c'était cool. Il y avait de la matière. Ouais. Bah écoute, pour un mec comme toi qui a jamais fait un Grand Prix de France. Attends, et en plus de ça, il y avait la 4e épreuve du championnat Île-de-France de motocross à Saint-Witt. Aussi. On en touchera peut-être 2 mots quand même. Ouais, Parce que les départs vont mieux pour Mister Brap. Mais de toute façon, j'en avais parlé dans un podcast justement que j'avais la solution pour les départs. Et oui, le secret c'était la couronne. Mais il a fallu que j'attende 4 épreuves pour du coup acheter la couronne qu'il fallait. Il a même pas utilisé son propre secret. Parce que j'avais la solution, mais voilà, c'était trop simple. Du coup, je me suis dit bah non, pas tout de suite. Et puis ça a confirmé quoi. C'était pas trop mal. Bon, c'est pas all shot, mais un jour, je crois quand même que je vais me faire une couronne avec 10 dents de plus, juste pour tenter le all shot, parce que j'ai jamais fait de all shot de ma vie. Il va mettre du 52 à l'arrière, du 15 à l'avant. Ouais, j'aimerais bien un jour sortir devant quoi. Tu vas partir en backflip malgré le kit all shot. Et puis après faire un petit signe en haut, tu sais, genre sur une table ou un truc comme ça. Je dirais ouais, cool. Ouais. Voilà. Bon, allez, revenons à cette première épreuve du championnat AMA Pro Motocross. Et on va parler tout de suite des 450. Et surtout, on va beaucoup parler de cette deuxième manche où on a vu Tomac et Jet s'affronter. Parce que c'était un peu la revanche du Supercross de San Diego, où pareil, ils sont restés collés l'un derrière l'autre toute la finale en Supercross. Là, ils nous ont refait la même en motocross. Alors, pas 30 minutes parce que Tomac, il a lâché à la fin. Mais en plus, il nous avait dit à la télé que Jet, en 450, il a mené tous les tours des manches qu'il a couru sur cette piste. Donc, je t'avouerai que quand ils sont arrivés presque côte à côte sur la ligne d'arrivée, j'ai cru que Tomac, il allait le faire. Et j'étais comme un fou. Ouais, c'est vrai que là, il s'est donné le toto. Il avait envie de passer devant. Et ouais, il a tourné la poignée, il a mis du gaz. Mais il en manquait encore un petit peu quand même. Est-ce que tu as cru qu'il allait le faire quand même ? Au moins passer une fois. J'essaie de me rappeler si pendant dans les vagues aussi, manche, quand il est arrivé à côté dans les vagues, j'y ai cru. Et ouais, là Jet, c'est vrai que c'était les extérieurs bien vite. C'était quand même très très proche. Et ouais, mais tu vois, il a cette faculté quand même à s'adapter, Jet, à rehausser le niveau d'un seul coup en fait quand on vient lui mettre la pression et que c'est chaud ou que justement il est derrière et que là, pour faire un dépassement, j'ai besoin de mettre au-dessus parce que là, je viens de revoir, tout à l'heure, tu avais le résumé sur la télé. L'extérieur qui prend, il passe au-dessus de la trace. Tu vois, ça faisait un petit mur et tu voyais la trace où tout le monde s'appuyait dedans. Ça faisait une ornière en fait dans l'appui. Et lui, tu le vois passer tout debout sur un pose-pied au-dessus de cette trace-là. Donc, il y a quoi je sais pas, peut-être 30 cm, tu vois, de hauteur au-dessus de l'ornière. Et il vient passer sur ces 30 cm. Il y a une vitesse en plus de folie. Et c'est vrai que ouais, dès qu'il est sous pression ou quoi, il arrive à rehausser et sans être hors de contrôle en fait. C'est qu'il y en a d'autres qui seraient capables de faire ça. Enfin, on voit Tomac justement aller dans ses retranchements à certains moments. Il a fait quand même beaucoup d'erreurs. Voilà, faire des erreurs, lâcher un pied, se déséquilibrer, glisser. Que Jet, tu le vois pas trop quoi ça. Ouais, il en a fait
des petites Jet quand même, un petit peu. Tu voyais qu'il poussait plus qu'à l'accoutumée. Alors après, c'est pareil, il revient quand même de blessure. Je crois qu'il a eu quand même un petit peu moins de temps de préparation que Tomac. Euh, et donc, il est peut-être pas physiquement et ni au niveau préparation moto. A priori, Honda, ils sont encore pas super satisfaits de leur réglage comme au début du Supercross. Donc ouais, le package est peut-être pas encore tout à fait à 100%. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Jet poussait autant et a fait des petites erreurs, même si au final, il a été solide. Et puis, ouais, à la fin, Tomac a lâché, Jet n'a pas lâché. Il lui a mis 10 secondes en 3 tours. Mais, mais moi, quand je regardais la course, je me suis dit... j'ai l'impression que Jet, il a jamais été poussé autant en motocross pendant, du coup, on va dire 25 minutes, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai pas de souvenir comme ça. C'est sûr que déjà l'année où il a été champion et oui, la seule année où il a été champion en 450, du coup, Ouais. il a gagné toutes les courses. Il y a eu quelques fois où Sexton était pas loin et a mis un peu de pression, mais souvent Sexton, voilà, il finissait par faire une erreur. Ou alors, je me souviens qu'il y a une épreuve aussi où il était dans sa roue dans les derniers tours, mais il n'a pas été sur l'entièreté de la manche. C'est vrai que là, sur un temps. Ferrandis aussi, à une Nadila, Ouais. était venu assez près. Mais c'est vrai que là, voilà, je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a été aussi proche au final que Tomac dans les vagues de le Ouais. doubler en motocross, quoi. Ouais, c'est peut-être Roxane qui avait mené un petit peu aussi la course à High Point. Voilà. Mais c'est vrai que aller le chercher personne n'est allé chercher Jet à la régulière en motocross. Tomac l'a presque fait, mais non. La bonne nouvelle, c'est que... Et j'espère que... Alors, malheureusement, on a Sexton qui s'est mis out de la première manche et qui n'est pas reparti pour la seconde. On va parler un tout petit peu plus de lui après. J'espère que personne ne va se faire mal, de manière générale, personne, mais surtout, même des blessures pas si graves, tu vois. J'espère que les tops, on va les avoir pendant les 10 prochaines courses. Parce que franchement, tu me mets des manches comme ça tous les week-ends, c'est pour ça que j'aime le cross, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal, mais au final, il y a quand même un noyau qui se détache des autres, quoi. Oui. Donc c'est vrai que ils ont mis 30 secondes à la troisième place dans cette deuxième voilà, manche. on revient en motocross, il y a tout le monde qui revient et tout, mais au final, ça va se jouer entre deux, trois mecs. J'espère que Sexton revient et qu'il est dans le coup, mais Et de toute façon, si tu te rappelles notre épisode preview, j'avais mis Tomac, Sexton et Lawrence dans un groupe. Et ensuite, j'avais Hunter et Prado que j'avais mis dans un autre groupe. Et ensuite, j'avais encore les vrais seconds couteaux dans un troisième tiers, quoi. Et, mais j'ai envie de dire que j'ai besoin que d'en avoir deux qui se battent pour la victoire et après les autres qui se battent pour d'autres places pour que la course elle soit divertissante. C'est que quand on a un qui part tout seul devant avec son numéro 18 et qui fait les 30 minutes tout seul en tête et les autres qui se battent pour les miettes, ça a quand même moins de saveur que quand ils sont déjà deux à se battre pour une victoire, quoi. Ah oui, c'est sûr que la bataille, on préfère l'avoir pour la première place que derrière. Et je me disais quand même, même à la télé, tu l'entends la moto de Tomac. Ah oui. Et tu as dû en voir aussi sur les réseaux parfois où ils te mettent Tomac qui essaye de casser son câble d'accélérateur pendant 20 secondes. Et c'est une compile de que Tomac que tu entends au rupteur sur Siam, quoi. Et j'ai l'impression que c'était vraiment 20 minutes de ça. 20 minutes de compile de Tomac qui essaye de briser son câble d'accélérateur, quoi. C'était du délire. Bon, est-ce que c'est trop tôt pour parler d'une nouvelle saison parfaite pour Jet ou c'est déjà dans les cartes? En vrai, c'est pas impossible. Toujours à la première, t'as envie de te dire, ouais, quand même, toutes les manches qui restent, ouais, moi, potentiellement des blessures. Honnêtement, je pense quand même que c'est trop tôt parce que c'est un des terrains qui favorise le plus Jet. Comme on l'a dit, il a mené tous les tours des courses qu'il a faites ici. Que ce soit en 250 ou en 450, il n'a jamais perdu un général sur ce terrain. Donc c'était le 8e, je crois, qui gagne. Donc, et Tomac n'a gagné qu'une fois, je crois, sur ce terrain, et c'est la fois où il joue le titre contre Sexton. Donc, c'est quand même un terrain qui favorise beaucoup de Jet, et pour le coup, c'est pas le meilleur terrain pour Tomac, pas comme Hangtown qui arrive la semaine prochaine, ou comme Jet en parlait en conférence de presse, Tomac, en 2015, il y a déjà 10 ans, a battu tout le monde avec 1 minute 30 d'avance, y compris un certain Ryan Dungey. D'ailleurs, il était sur la moto de Jet, une 450 Honda. Mais donc, étant donné qu'on a pour l'instant qu'une seule course sur laquelle on peut se baser et qui est une course sur un terrain où Jet a toujours eu énormément de succès et Tomac pas forcément, j'ai tendance à me dire
c'est trop tôt pour parler de saison parfaite. C'est pas impossible, évidemment. Il nous a montré qu'il l'a déjà fait de toute façon. Et il y en a deux autres zozos qui l'ont fait avant lui dans l'histoire de ce championnat. Donc, évidemment, c'est possible. Mais moi, si tu me demandais de parier aujourd'hui, je parie même pas 1 euro sur une saison parfaite. J'attends. Je parierais plutôt sur non, il va au moins perdre une manche. Ouais, je pense quand même. Parce que... Et puis, de toute façon, je l'avais dit même après la première, je le voyais pas le faire une deuxième fois, par exemple. Ou du moins, que dès lors qu'il en aura perdu une, il en perdra d'autres. Parce qu'il y a ce truc de quand tu arrives et que tu es invaincu, tu veux rester invaincu. Ouais, tu te dis, je peux. Donc tu as cette pression-là. Au final, tu te bats contre ça plus que pour le championnat. Qu'une fois que tu en as perdu une, c'est bon, maintenant j'en ai perdu une. Si j'en perds 2, 3, 4, ça ne changera pas la face du monde. Ce qui compte, c'est quand même de gagner à la fin de l'année le championnat. Tu deviens du coup un peu plus stratégique. Et surtout, après s'être pris un volume comme il s'est pris l'année dernière, blessé ensuite durant la saison, je pense que ça, du coup, ça remet un peu les pieds sur terre et ça revoit les objectifs et l'objectif final qui est de gagner le championnat plus que de faire une saison en étant invaincu, quoi. Et puis de toute façon, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la vie, quoi. Ça vient quand tu n'y penses pas, je pense. Tu te dis pas, là, je pars pour faire une saison parfaite. Et dans les jeux vidéo, moi, c'était pareil. Quand je partais pour faire la saison parfaite, c'est là que je la faisais pas, quoi. Et puis quand j'y pensais pas, que je voulais juste gagner, au final, week-end après week-end. Et oui, parce qu'il faut être présent quand même pour pouvoir gagner des courses. Faut pas se distraire en disant ouais, je veux gagner celle-ci, mais je veux aussi gagner la prochaine, et puis celle d'après. Faut rester dans le moment présent, quoi. En tout cas, voilà, 10 points d'avance déjà pour Jet au championnat. Thomas qui m'a quand même régalé, moi je suis quand même content. J'espère qu'il va quand même gagner des courses et être dans la lutte pour le titre tout au long. Et on va parler de Sexton, mais alors je sais pas ce qui s'est passé avec ses lunettes. Dans des reviews Pulp MX, il parlait de terre à l'intérieur des lunettes et que d'autres pilotes notamment avaient dit oui, mais ça, de la terre dans les lunettes, on en a tous eu et tu t'adaptes, tu jettes pas tes lunettes. Mais après, moi j'ai pas entendu, même eux quand ils en parlaient, personne disait que Sexton avait confirmé que c'était ça le problème. Donc je sais pas si c'était vraiment ça le problème et j'ai du mal à le croire honnêtement parce que moi-même ça m'est déjà arrivé d'avoir de la terre dans mes lunettes. Alors bon, je joue pas déjà quand je fais des courses, si je fais 15e c'est bien. Non, je recommence. Si je fais 15e c'est magnifique parce que si en groupe C j'ai déjà fait mieux que 15e, mais la dernière fois que j'ai roulé en groupe C c'était il y a peut-être 10 ans. C'était peut-être quand Thomas gagnait avec 1 minute 30 d'avance. Non, mais voilà, je crois que 15e, ça doit être mon meilleur résultat dans ma catégorie en Ligue Île-de-France sur les dernières années, quoi. Donc, si je fais 15e, c'est très bien. Mais si j'ai de la terre dans les lunettes, je ne retire pas mes lunettes au 3e tour de la manche. Le pire que je pourrais faire, c'est dès que j'ai un petit créneau ou quoi, quitte à perdre 3-4 places, je m'arrête, je les retourne, je les secoue, je les remets et je repars, quoi. Et je pense qu'au niveau d'un Sexton, peut-être que tu essaies d'abord de faire ça à une main sur un saut. Tu vois, secouer ta lunette ou le masque, même sans le retourner, tu vois, mais le secouer sur un saut pour essayer un saut un petit peu safe quand même. Pour essayer donc, j'ai du mal à croire que ce serait juste un problème ou alors il devrait vraiment avoir beaucoup de terre dans les lunettes pour choisir parce que c'était à la fin du 2e tour qu'il les a retirés. Ouais, c'était très tôt. Et du coup, et après, malheureusement, la chute, peut-être que manque de concentration du fait qu'il a perdu ses lunettes, mais je pense pas que c'était forcément dû à un problème de vision. Point mort ou atterrissage sur le frein arrière ? Non, point mort, je crois. Ouais. Puis il m'a semblé voir, alors après c'était peut-être l'avis de quelqu'un comme toi et moi, peut-être rien de fiable, mais il me semblait l'avoir vu aussi qu'il avait fait point mort. Ok. Parce que c'est vrai que quand je regarde le replay côté droit, j'ai l'impression qu'il atterrit le pied sur le frein. Mais quand tu écoutes, tu entends un rupteur. Mais bon, il y avait Thomas juste derrière. Donc, est-ce que c'est le rupteur de la KT ? Est-ce que c'est le rupteur de la YAM ? Je ne sais pas. Bon, enfin, quelle que soit l'erreur, le résultat est le même. C'est qu'il a été envoyé en avant. Et c'est vrai qu'on l'a vu prendre des plus grosses chutes que ça. Et là, a priori, mal à l'épaule et au bras. Et il s'est arrêté là, quoi. Donc, à l'heure à laquelle on tourne ce podcast, nous, on n'a pas de nouvelles. On espère qu'il va revenir. Cependant, admettons qu'il revienne à 100% à Hangtown. Il est déjà 50 points derrière Jet, 40 derrière Thomas. Est-ce que c'est pas déjà un peu mort pour le titre ? Je pense pas. Une épreuve, je pense pas. C'est sûr il a joué un joker direct et il faudrait qu'il soit présent sur toutes les autres. Podium, des victoires. Il a joué un joker et un peu plus même parce que, pardonne-moi de te couper, mais pour le coup, il a pas marqué 0 sur une seule manche, mais 2 manches, quoi. Ouais.
Mais voilà, enfin, c'est pareil, avoir 2 jokers pour quelqu'un d'autre. Alors tu te dis pour un Jet qui a fait une saison parfaite, tu te dis que le mec il était capable d'en utiliser aucun. Et qui gagne 2 manches face à Tomac alors qu'il revient d'une opération des ligaments croisés et qu'il n'est pas très content de sa moto et qu'il est distrait parce que il y a du bruit sur lui sur les réseaux à cause d'une vidéo qui est ressortie de quand il avait 15 ans, qui reçoit des menaces et il se balade avec un agent de sécurité. Malgré tout ça, il fait 1-1, malgré toutes les distractions et tout. T'as du mal à imaginer Jet. Après, il l'a fait l'année dernière, attention. C'est ça, et puis voilà, t'es pas trop pousser des ailes. T'es pas à l'abri d'une chute, d'une blessure, donc ça en éliminerait directement un, et donc là après il se retrouverait que 40 derrière Tomac par exemple, si c'était lui qui reprenait le flambeau derrière. Donc c'est pas mort, mais c'est sûr que... Et même 40 points sur Tomac, avec son état de forme actuel, si Tomac ne se fait pas mal non plus, c'est quand même beaucoup à aller chercher. Surtout qu'il y a beaucoup de manches, puisqu'il y en a 2 par course, mais comme disait Tom Vial en conférence de presse, avant la course, c'est un championnat qui va quand même assez vite en 11 épreuves. Mine de rien, c'est... Et puis voilà, un joker, encore quand c'est qu'une manche le joker, tu t'en rates une sur 22, t'en as encore 21 pour rattraper, mais là c'est vrai que 2 sur 22, t'as plus que 20 manches, t'as une épreuve où c'est 0 et il n'y a plus que 10 courses. Ce qu'il y a en fait, c'est que je vois pas Chase dominer les 10 prochaines. Déjà, est-ce qu'il sera à 100% à Hangtown, c'est pas garanti. Après, Hangtown, pour le coup, c'est un assez bon terrain pour lui aussi, parce qu'il nous a fait 40e à la première place l'année dernière en deuxième manche. Et Jet était sur le terrain. Alors, diminué, mais Jet était sur le terrain quand même. Ouais. Il était reparti. Donc à voir. Mais ouais, face à Jet et à Tomac, aller chercher des points sur les deux, quasiment toutes les manches, ça me paraît compliqué. Et c'est dommage. Enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment le bémol, je trouve, de cette première épreuve. C'est que voilà, première épreuve et tout de suite un prétendant au titre qui... Bon, il est pas out pour le titre, comme on a dit, on n'a pas de nouvelles. Mais on a vu une petite story où il déjeune au restaurant avec Tom Vial et un autre mec. Il n'y a pas le bras en écharpe ou quoi. Donc, je pense qu'il devrait être là à Hangtown. Mais voilà, dans quelles conditions? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir performer et jouer devant? Et ouais, c'est pas mort, mais c'est compliqué là quand même. C'est sûr. Sinon, j'ai été surpris par Cooper Webb. Ouais, moi aussi. Je m'attendais pas à le voir là. Ah non, je m'attendais vraiment pas à le voir. Il fait quoi? Il fait 5 ou 6 de la deuxième manche. Je sais pas, mais peut-être 7, dans le top 10 quoi, déjà. Ouais, déjà dans le top 10 au niveau à talonner Prado. Ouais. Et, je crois qu'il double Prado dans la première manche avant de fumer sa moto, il me semble. Peut-être Ouais, pas. Je sais qu'il se bataillait aussi avec lui. mais Peut-être que c'est en se bataillant avec Prado qui finit sur le bord de la piste là et qui remonte et qu'au final il passe pas. Mais ouais, enfin Webb, je me serais attendu à le voir 20 à 30 secondes derrière Prado quoi. Ouais. Surtout pour la première, il vient de gagner un titre SX. Bon, il a dit que son pouce en fait ça va. Parce que son pouce, donc il s'était à nouveau déchiré le UCL, donc c'est comment c'est ulnaire collatéral, le ligament ulnaire collatéral du pouce. Donc le même en fait que l'année dernière, sauf que l'année dernière il l'avait complètement rompu, il a été partiellement déchiré, il a dit à peu près 50%. Les médecins lui avaient dit il y a moyen que ça se soigne tout seul avec du temps. Si c'est pas le cas, il faudra opérer. Et c'est pour ça qu'il savait pas trop, son team et lui, il savait pas trop s'il fallait mieux se faire opérer avant le Supercross ou pas. Il a dit laissez-moi faire les 3 premiers Supercross, voir comment je me sens, puis on verra ensuite. A priori, aujourd'hui, il a dit que son pouce s'était réparé, que ça s'est soigné au final tout seul, et que bon, il n'y a pas de blessure. Donc c'était avant le Supercross, ça? Oui, c'est c'était blessé pendant l'hiver. Ouais, au tout début du mois de décembre. Ok. Mais donc donc pas de blessure, mais cependant après avoir gagné un titre Supercross, n'étant pas un spécialiste du motocross en 450, Cooper Webb, je l'attendais pas là. Mais c'est ça qui est ouf, pas spécialiste en 450 parce qu'en 250 il en a gagné, et inversement avec Sexton qui en 250 je sais pas s'il en a gagné une, et qui là en 450 il a un titre, il roule pour la victoire. Je trouve ça vraiment étonnant, cette différence entre la catégorie 250, 450, ou même le passage Webb de Yam à KT, entre ça a du mal à faire dans les 10 en Supercross à champion sur une nouvelle moto, tout nouveau quoi. Donc moi je trouve que des fois il y a des scénarios comme ça assez je pense que
il doit peut-être moins aimer ou tout simplement pas rien faire, mais presque du motocross. Et qu'à partir du moment où il gagne le titre SX, lui, le reste, c'est du bonus, quoi. C'est bon, j'ai fait mon travail. Maintenant, ok, il faut encore aller à l'école, mais on va faire des jeux, quoi. Comme quand tu vas au dernier cours à l'école primaire à la fin du mois de juin. Je pense qu'il le prend un peu comme ça. Et d'ailleurs, quand il a discuté avec notamment Steve Matthes, Steve Matthes rapportait qu'il disait ouais, bah non, mais c'est bien. Écoute, et j'étais en train de rouler avec un mec 2 fois champion du monde. Hein. Puis de toute façon, Yam, ils ont Justin Cooper et Eli Tomac, donc ils ont même pas besoin de moi. Donc moi, c'est bon, je suis là, je vais m'amuser cet été. Et puis ouais. Donc ouais, je pense que Cooper Webb cet été ça va être à la cool, mais au final c'est limite mieux que quand il nous dit pas que c'est à la cool, quoi. Ouais. Bon, venons-en à Prado, parce que nos déclarations sur Jorge Prado, nos pronostics sur Jorge Prado ont généré quelques commentaires quand même la semaine dernière de gens qui étaient tout simplement d'avis différents, et j'aime bien recevoir ces commentaires et avoir d'autres avis et débattre un petit peu, tu vois. Au contraire, ça nourrit la discussion. Bon, Jorge Prado, pas super la première épreuve. Après, pour le coup, moi, c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que du coup, dans les commentaires, on a eu quelques personnes qui nous disaient, quand tu vois comment Erlings, il a fumé tout le monde quand il est venu à Ironman, De Salle qui avait fait un top 3 ou même deuxième peut-être juste derrière Dungey à Unadilla une fois où il était venu, juste comme ça pour faire une course. Ils s'attendaient à... J'ai l'impression que ça les agaçait limite quand je disais que Prado, il ferait pas top 5, quoi. Mais je pense qu'il faut quand même aussi se rappeler qu'en plus de tous les paramètres dont on a parlé, où déjà c'est nouveau, les terrains, le programme et les États-Unis, quoi, il y a aussi le fait qu'il est dans un nouveau team et que du motocross en Kawasaki, il n'en a jamais fait. Enfin, il en a fait à l'entraînement, mais c'est sa première course de motocross sur une Kawasaki. C'est sa première course de motocross sur autre chose qu'une KTM Cascas, donc autre chose qu'une Autrichienne au cadre acier. De toute sa carrière, je pense. À mon avis, que ce soit 65, 85, 125, il était sur de la KT tout au long de sa carrière. Je me trompe peut-être, mais il est un petit peu jeune pour avoir connu les 80 RM. Alors après, il y a Yam et Kawa qui font toujours des 80, quoi. Mais c'est vrai que généralement, en Europe, quand tu es bon, tu es sur une KT, quoi, en 80 déjà. Ouais, oui. T'es repéré et t'as un petit... moto, quoi. Ou même quand tu es repéré, après, ils font des bonnes yams, etc. Mais ouais, je suis pas sûr qu'à mon avis, il a dû suivre KTM tout le long. Donc, je pense que c'était probablement sa première course de motocross, en tout cas en professionnel, c'est sûr, sur autre chose qu'une Autrichienne au cadre acier. Et tout ça, ça fait beaucoup de nouveautés pour s'attendre à le voir aller battre Jet, quoi. Oui, clairement. Mais de toute façon, on le voit. Lui aussi, pardon, je termine, mais il revient de blessure. Et l'adaptation, de toute façon, on a vu Villopoto aussi aller dans un sens ou dans l'autre, tu vois, sans forcément alimenter le débat USA versus GP qui sont les meilleurs. Villopoto, quand il est allé en GP, c'est pareil, il a galéré avant de se faire le coccyx. Donc, c'est vrai. C'est, je pense, une adaptation à avoir. Alors que ça lui était arrivé de fumer tout le monde à Saint-Jean-d'Angély en 2011 au Motocross des Nations, tu vois. Ouais, ça arrive aussi et sur c'est pareil, une t'as course. un Webb face à un Fèvre qui en 2015 était à son prime en plus, gagné le titre, qui l'a concurrencé sur une moto alors qu'il roulait en 250. Webb à cette époque-là, il est monté sur la 450, il l'a concurrencé. Enfin voilà, t'as des choses comme ça qui. Bon, après c'est les nations, toujours tout qui. Mais justement, c'est ce qu'on veut dire, c'est que jouer un championnat en terre inconnue, je vais dire. C'est plus compliqué en fait que de performer un petit peu pas au coup de poker, mais que de performer au coup par coup sur une course où il faut tout mettre, quoi. Ouais. Et puis effectivement, je pense qu'il n'a pas roulé sur un seul terrain défoncé comme ils le sont aux États-Unis. Donc parce qu'à l'entraînement, c'est quand même plus ou moins lisse, même si là, je crois qu'ils avaient fait quelques entraînements. Il y avait beaucoup de pros qui se retrouvaient sur la piste, un peu arrosés et tout. Donc là, ça avait peut-être fait des traces. Mais bon, jamais comme ça le fait en course. Autant. Donc pareil, voilà, au niveau des réglages, etc. Je pense que tu vois, ça casse-gaz entre l'année d'avant et l'année dernière.
je suis pas persuadé qu'il y ait apporté beaucoup de changements, quoi. Mm. Une fois que tu as une base, les terrains c'est les mêmes, ça se défonce toujours plus ou moins pareil. Voilà, quand on fait des courses sur les mêmes terrains, on voit bien que les ornières elles sont quand même un peu plus ou moins au même endroit, que ça se défonce toujours plus ou moins à tel endroit ou tel endroit. Puis même, Donc, tu connais un peu le type de terre et tu sais comment elle va se défoncer, quoi. ouais, voilà, sans même y penser, en fait, c'est instinctif. C'est que tu es à l'aise sur, tu vois, enfin, pour faire le parallèle à un niveau amateur, moi, là, je suis retourné justement à Saint-Vith pour faire la course. J'ai roulé à Saint-Vith pendant des années, il y a 5 ans. Donc, il y a quand même 5 ans qui se sont passés entre temps, où je suis parti rouler dans le sud, sur d'autres textures, mais bon, quand même, principalement que de la terre quand même. J'étais quand même plus à l'aise là sur la piste de Saint-Vith que je le suis sur une autre piste où j'ai pas autant roulé. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait sans forcément qu'on y pense, où tu t'y habitues. Et tu vois, je me disais pareil, genre là, dès les essais chrono, je lâchais des petits scrubs et tout sur la première table. Puis même, ouais, Chose qu'en inconsciemment, course, la confiance, en fait. Tu ouais, arrives dans un endroit où tu sais que tu connais et tout. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que, tu vois, quand on faisait les courses à Bouy, au final, le fait qu'on aille rouler à Bouy tous les dimanches, c'était pas forcément un avantage quand on arrivait en course parce que pour le coup la préparation du terrain était complètement différente. Bouy était jamais griffé, jamais arrosé à l'entraînement, donc c'était tout le temps sur un terrain béton où tu n'avais qu'une trace et généralement c'était l'extérieur. Et que quand j'arrivais aux essais et la terre molle qui prenait des chevaux un peu, je reconnaissais pas la moto, du coup je roulais beaucoup plus ça au régime, je reconnaissais pas la piste, les traces se développaient pas pareil. Moi je trouvais pas que c'était un avantage, mais de toute façon, oui, comme tu dis, dès les premiers essais, quand tu arrives sur un terrain, moi je me rappelle même en 2020 quand tu roulais en 125, tu arrives à Bouy et tout de suite tu as limite un petit sourire caché parce que là c'est Bouy, celle-ci je l'attendais, le terrain je le connais et même s'il va pas être pareil, je m'en fiche, je le connais et je suis confiant, quoi. bah c'est ça, et que tu sais quand même en fait jusqu'où tu accélères, où tu freines, tu sais quel obstacle arrive, et donc déjà ça en fait c'est une source mentale que tu supprimes, Ouais. et sur lequel tu n'as pas besoin de penser, donc tu peux déjà penser au reste. Et c'est vrai qu'au final ce qui fait la difficulté aussi de ce sport, c'est que tu as plein de choses à penser en même temps, comme quand tu fais tes tours tout seul et quand d'un seul coup tu te mets avec 40 derrière la grille, bah, c'est tout de suite pas la même chose en fait. Donc ça te prend de l'énergie mentale, de la réflexion, de où je me place, etc. Et ce qui change effectivement, qu'il fausse un peu tes repères aussi, de là où tu passes tes vitesses. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs, plein d'éléments qui viennent. Et donc, c'est vrai que quand tu viens en terre connue, tout de suite, tu as une charge mentale qui est moindre, une pression aussi, peut-être qui est, voilà, la piste, je la connais. Là, je sais qu'il y a ce dôme, il y a cette grosse table-là, où on peut envoyer, on se fait plaisir sur celle-ci, etc. Puis Que quand si je suis bon ou je le suis pas, ouais, aussi, c'est des questions que tu te poses pas. Ouais. c'est ça, et que là, tu arrives, et puis aussi face à des adversaires qui sont différents. Peut-être que ça roule pas exactement pareil aussi en GP qu'en outdoor. Enfin, bon, à ce niveau-là, je pense que c'est quand même plus ou moins pareil, mais ça fait énormément de choses différentes qui, même sans que tu y penses toi consciemment, c'est dans ta tête, ça te prend de l'énergie, et ça se traduit par un résultat qui n'est pas là où on pourrait dire premier MXGP, tu viens faire 1, 2 ou 3 quoi, en outdoor, quoi. Mais je veux quand même éclaircir un point, c'est qu'on ne veut pas voir Prado se planter du tout de la saison. Et quand je dis se planter, c'est qu'on ne veut pas voir Prado ne jamais être capable de faire mieux que 7e. Parce que je vais vous dire un truc, c'est que si notre Romain Fèvre national est champion du monde à la fin de l'année 2025, j'ai pas envie de me dire, bah ouais, on a un champion du monde, mais si tu regardes le champion du monde 2024 aux États-Unis, il vaut 7. Non, j'ai envie de me dire que quand Romain Fèvre il est champion du monde, il est le ou l'un des 2 meilleurs du monde. Tu vois, peut-être que le champion US sera meilleur que le champion du monde, mais je ne veux pas me dire que le 3e US il est meilleur que le champion du monde MXGP. Et je pense pas que ce soit le monde dans lequel nous vivons non plus. Mais après, moi je trouve que du coup, Prado, c'est à la limite, c'est peut-être à peine moins bien que ce à quoi je m'attendais pour une première. Moi je pense qu'il va monter en puissance. Comme j'ai dit aussi, il revient de blessure, il s'est fait opérer de son épaule suite au déboîtement d'épaule qu'il a eu à Anaheim 2. Il a fait que 2 courses du coup de l'année sur sa Kawasaki. Donc comme on a dit, ouais, beaucoup de nouveautés. Et je sais plus trop où est-ce que j'allais. Mais oui, je trouve que c'est un petit peu en dessous quand même de ce à quoi je m'attendais, parce que c'est vrai qu'il était plus proche de Paturel que de Jet. Et c'est vrai que si avant la course, tu m'avais dit, est-ce que Prado, il sera plus proche de Jet en temps à la fin de la course ou de Paturel, j'aurais quand même dit non, mais Prado il sera peut-être 20-25 secondes derrière Jet, et Paturel il sera quand même plus loin derrière, quoi, plus de 20 secondes derrière Prado encore. Et au final c'était pas le cas, surtout en deuxième manche. Mais c'est aussi ce qui m'a surpris, c'est que tu vois le fait que le troisième il se retrouve 30 secondes derrière le ou les 2 premiers. C'est quelque chose que généralement tu vois en fin de championnat quand les mecs commencent à être un peu fatigués, mais que tu en as encore 2 qui peuvent pas être fatigués parce qu'ils jouent le titre. Mais là, dès la première épreuve, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant aussi.
Ouais, ce noyau se détache. surprenant, je sais pas. Jet, on l'a déjà vu justement se retrouver avec je sais pas combien de secondes d'avance quand c'était justement face à Ferrandis, face à Sexton. Mais non, même pas. À chaque fois, il gère avec 5 secondes d'avance et il n'en met pas plus. Oh. Jamais t'as vu Jet gagner avec 30 secondes d'avance. Jamais. Sors-moi la course. Vas-y, Mister Wap, sors-moi la course. À vos commentaires, les gars, soutenez-moi parce que là, je suis sûr que si, il y a des moments où je me suis dit, c'est alors, peut-être pas En motocross, 30. en 450. Ouais, peut-être pas 30. Bah, faudrait se les refaire là, les Oh, 22. déjà, quand tu connais le résultat, regarder une course, c'est parfois relou. Mais alors là, quand tu sais qu'à chaque fois, c'est Jet devant. Mais non, il y a des fois où je me sens que c'était Ferrandis derrière et tout. Donc, tu vois, et puis là, quand je regarde le temps, je fais, ouais, c'est mort. Alors, peut-être pas 30 directement, mais Ouais, 15. Même 15. Enfin, parce que c'était aussi un petit peu l'histoire à chaque fois. Tout le monde demande est-ce que Jet Hmm. il est à fond ou est-ce qu'en fait il est juste en train de gérer et de Mais toute même façon si- il peut aller plus vite. Mais quoi. même s'il gagne 30 secondes d'avance, on se pose la question parce que quand tu le vois rouler, tu as l'impression qu'il pousse pas. Donc, tu te dis, mais est-ce qu'il pourrait pas augmenter Ouais, encore son niveau Mais lui là, tu te posais d'autant plus la question parce que tu le vois visuellement, genre il a 5 secondes d'avance, puis dès que quelqu'un revenait à 2 secondes et demie, bah, il en remettait un coup et paf, il remettait l'écart à 5 secondes, puis après il le maintenait à 5 secondes. Donc c'est vrai que tu le voyais visuellement qu'il donnait pas tout et tu te demandais en fait à quel point est-ce qu'il donne pas tout. Tu vois, est-ce qu'il est à 95%, est-ce qu'il est à 70%. C'est là que la question se pose avec Jet. Mais pour le coup, là, je pense qu'à Fox Raceway en deuxième manche, il était pas loin des 100 quand même. Surtout qu'à mon avis, il manque encore un peu de préparation. Et que Ouais, pour son niveau de c'est- forme actuel. C'est un peu, voilà, c'est un peu ce qui est inquiétant. Ils sont dans la même configuration les deux, Tomac comme Jet. Mais bon, l'un comme l'autre peuvent progresser et peut-être Jet encore plus. Mais tu vois, j'étais d'accord avec Stewart, il parlait un peu de les réglages suspension de Tomac. Ouais, Et moi, je trouvais pareil qu'elle rebondissait beaucoup quand même. Je crois Ouais. que c'est ça le bilan qu'il en a fait. Je trouvais qu'elle rebondissait beaucoup. Et il y a un endroit où c'était flagrant avant le virage, avant de revenir sur la ligne de départ, en fait. ouais. Ce quart de tour, trois peu quarts de plus. tour à droite, là. Elle s'était défoncée au niveau. 3 quarts de tour, c'est plus qu'une épingle. Ah bah oui, parce que si tu fais un demi-tour, 3 quarts de tour, hein, c'est chaud, là. Non, mais je vois un petit virage à 70 degrés à peu près. Quoi. Ouais, voilà, un truc comme ça. À 2 quarts de tour. Donc un demi. Mister Wrap et les fractions. À presque un 2 quarts de tour. Du coup, voilà. Et ben ouais, hein, ok. Non, les trous là qu'il y avait au freinage juste avant Ouais. ça, tu voyais la moto chahuter à un Oui, moment même donné. le long des mécaniciens, à un moment donné, tu Bah vois, ça, ça prend un coup voilà. de raquette à droite, un coup de raquette à gauche. Et une fois aussi, quand il allait dans l'extérieur, j'ai cru que du coup il allait derrière l'extérieur parce qu'il il avait mangé un coup de raquette. Et là, c'est vrai que tu la voyais beaucoup rebondir. Mais par contre, j'aimais bien ces passages et je me suis dit, tiens, ça s'apparente un peu à du jet justement. Après le saut d'arrivée, les 3 vagues là, où il rebondissait un peu dessus, tu vois, et qu'il y a sauter même dans des fois où l'ornière à l'intérieur. voilà, il arrivait à sauter dans la ornière. Bon, il y a 2 fois aussi où il s'est fait une frayeur dedans. Mais je me suis dit, bah là, il joue un peu avec la piste et tout. Et je c'est pas pense mal, que quoi. c'est en voyant Jet devant lui le faire parce que j'ai l'impression qu'au début de la manche, notamment quand il arrive presque au niveau de Jet sur la ligne d'arrivée, il s'est juste plein gaz, gros freinage et un peu je rentre dedans. Ah, parce que là, je pense que sans minutie. à ce moment-là, il s'est adapté en cours de course. j'ai quand l'impression. il est arrivé au même niveau que lui, je crois qu'il voulait vraiment aller jusqu'au bout. Et du coup, Ouais. avec la vitesse, tu peux pas justement être fin comme ça et bombarder. Oui. Tu es obligé de ralentir avant pour jouer avec et au final gagner. Mais tu vois, c'est ralentir pour mieux accélérer, quoi, en gros. Ouais. Et à la fois, il ne faisait pas tout à fait pareil que lui parce que Jet, Non. il enroulait la première pour essayer de faire 2, je crois. Il tapait plus bas dans la deuxième pour Puis il faire allait chercher double. une ornière. Ouais, plus derrière. Ouais. Et, alors que Tomac, tu le voyais vraiment rebondir sur les crêtes des 3 boss. Donc c'était pas mal. Mais par contre, Jet, là, c'est pareil. Après quand tu as la ligne de départ, là, tu fais virage, Ouais. le sort de montée et de redescente, table. Et là, aussi sur le freinage, on le voyait rejouer avec la moto aussi, comme il le faisait un peu en 23, Jet, Ouais. à sauter. Et d'ailleurs, c'est là, par contre, que Tomac gagnait quand même beaucoup Ouais, de dans temps le virage sur juste lui. après, la petite épingle à L'Inter, droite. là, ouais. Il y a un l'Inter était tour où vraiment- après il a cabré en plus la petite crête, ça Mm. c'était beau. Mais il y a aussi eu d'autres tours où il prend cet inter très bien et tout, puis après je sais pas, il va retaper dans l'ornière, ça le redressait. C'est vrai que moi j'ai trouvé que dans l'ensemble, Thomas qui m'a régalé, mais un peu trop bourrin quoi. Ouais. Il Bah, faut comme rouler d'hab. avec un tout petit peu moins de poignée et un petit peu plus de cerveau. Enrouler un peu plus les virages et tout, mais du coup tu vois, du fait de toutes ces erreurs que faisait Tomac et en plus du fait qu'il roulait très bourrin, ben, je voyais une marge de progression plus grande pour Tomac que pour Jet du coup.
Mais ce qu'il y a, c'est que ça implique de changer un peu le pilotage. Tu vois. C'est que c'est pas une marque en roulant comme ça, tu peux pas aller plus vite. Quoi. Tu peux pas forcer plus et aller plus vite. Ouais, mais c'est que du coup, Thomas, tu vois une plus grande marge de progression, mais Jet, une plus grande marge de rehausser son niveau actuel. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais c'est que en gros, lui. Tu Non. mets deux mots différents pour dire la Non, même chose. non, c'est que Jet, il l'a déjà acquis et que du coup, si Thomas qui se rapproche de lui, il est capable d'accéder au niveau supérieur, que Thomas, qu'il va falloir aller à l'entraînement pour pouvoir l'atteindre, ce niveau supérieur. C'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, tu vois, il n'est pas capable de l'atteindre, ce niveau-là. Jet est capable, juste il ne l'utilise pas parce qu'il n'en a pas besoin, en gros. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est déjà un peu acquis pour Jet. Et donc, il peut, et c'est ce qui fait que quand on arrive dans les vagues, tu as Thomas qui est à son niveau et il est capable d'en remettre encore plus. Et tu vois, tout en contrôle encore, de prendre un extérieur de fou, tu vois, que Tomac, il est à la limite et que si c'était chemin inverse, Tomac devant et Jet derrière, je pense que Tomac, il pourrait pas mettre ce petit truc en plus qui fait qu'il va garder sa position et tout en étant safe en plus. C'est que s'il met ce petit truc en plus, ça risque d'être la cabane ou pas maîtrisé, tu vois. Donc c'est sûr qu'il y a une marge de progression qui est plus grande, mais moi je reviens à ce que je disais sur la façon dont ils prennent les virages les deux, tu vois. C'est que pour moi, tu as une amplitude de vitesse qui est bien plus grande quand tu pilotes comme Jet, à garder la vitesse, que quand tu arrives Tomac, tu plafonnes très vite au final parce que à t'arrêter et repartir, t'es limité à un moment donné, tu vois, arriver bourrin comme ça. Je pense que dans le pilotage, on est toujours là-dessus. De toute façon, on a un pilotage très bourrin chez Tomac. Après, j'ai pas trouvé qu'il s'arrêtait tant que ça dans les virages, mais c'est que quand il s'assied dans l'ornière ou quoi, à chaque fois, c'est là que je trouvais qu'il était très lourd sur la moto en fait, et que souvent, soit il allait limite un peu casser l'ornière ou redresser la moto ou rebondir de manière bizarre sur l'accélération quand il s'assied et que. Mais moi, je l'ai trouvé moins debout que. Je sais pas si c'est en comparaison à lui-même ou c'est parce qu'aussi on le voit, voilà, c'est à côté de Jet là. Mais moi, je l'ai trouvé pas assez debout, quoi. Ouais, souvent assis, à s'asseoir assez tôt. Et notamment dans les ornières, ouais, mettre gros gaz sur des ornières qui faisaient des angles parfois, où effectivement ça le faisait rebondir et du coup, mais il sautait dans l'ornière. Et quand t'as pas les roues au sol, tu peux pas prendre de traction, tu vois. Il y avait un inter là qui prenait avant ça fait une table double un peu en montée où ils atterrissaient court pour bien choper l'ornière à l'intérieur. Oui, je vois. Après, la milieu du circuit, en vrai. Première descente, ça fait virage à gauche. Là. Voilà, donc là, il prenait une ornière très à l'intérieur qui prenait pas beaucoup de distance. C'était pas mal. Il resserrait quand même à certains moments ici. Mais souvent, il allait mettre un gros coup dedans, tu vois, et qu'il faisait rebondir. Et du coup, il reperdait en fait sur la réaccélération par la suite. Un peu précipité, quoi. Ouais. Moi, c'est mon analyse. Bon, puis sinon, pour finir sur cette catégorie 450, nos Européens Paturel et Guillot qui sont bataillés comme s'ils étaient en MXGP. Belle perf de Ferrandis. Ça, c'est pour un commentaire. Mais Ferrandis, il roule pas. Ouais, non, Ferrandis, on l'a pas vu, hélas. On espère je suis déçu du résultat. S'il était venu, il gagnait. Hein. Non, mais sinon, du coup, Paturel 10e du général, 11e, 9e. C'est vrai que c'est un peu mieux que ce que moi j'avais pronostiqué. Tiens, tu vois, en plus, c'est bien ce qui me semblait. Tu disais que tu remettais Sexton, il n'était pas dans le top 10. Si, en deuxième manche, il l'est quand même. 10e, c'est top 10. Hein. Oui, mais il fait. Oui, ce que je te dis, c'est qu'il n'est pas dans le top 10 au général. Pourquoi ? Parce que là, il est là, il est 10e du général. Il fait 11-9 pour 10e du général. Et parce qu'un Sexton qui faisait 20-40 et 1. Non, mais moi, je te mets Sexton n'importe où dans la manche. Mais du coup, je te dis que si Sexton, il sort pas de la manche. Il fait 10-12 Paturel. Mais ça reste bien de toute façon, même 10-12. Moi, j'en attendais pas autant de Paturel. J'ai dit qu'il ferait entre 12 et 17 tout au long de l'année. Je m'attendais à ce que ce soit plus proche de 17 à Fox Raceway que de 12. Donc là, c'est déjà mieux que 12. Moi, j'avais dit, je l'ai vu rouler. Ouais, non, c'est vrai que toi, t'avais dit qu'il peut accrocher des top 10. Ouais. Donc c'est pas mal. Je savais pas non plus que Valentin Guillot faisait le. Mais lui non plus, il savait pas, je crois. L'autre, il s'est retrouvé. Je sais pas, sa meuf, elle lui a fait un cadeau là dans un Kinder Surprise. Ah, t'as un voyage pour les États-Unis. Et l'autre, il s'est retrouvé là-bas. Il y a une course, il y a pas une yam qui traîne là. Histoire de il fait faire tout le championnat. Hein. Oui, du coup. Mais c'est pareil, à la base, c'était pas prévu. Il devait continuer le GP, je pense. Je sais pas, il y a 3 semaines, il a fait le Grand Prix de Suisse. Mais Valentin Guillot, il est suisse, donc c'était probablement comme une course de préparation. Mais il s'est même pris un volume aussi là où Renault. C'est au Grand Prix de Suisse. C'est au Grand Prix Suisse. Et oui, tu vois, il a bien fait d'y aller. Il avait pris une sacrée cabane. Ouais. Et remarque que le Grand Prix de Suisse, ça l'a préparé pour les terrains complètement défoncés, lui, pour le coup, parce que là-bas, c'était bien défoncé. Et
Mais non, beau de voir aussi Guillaume et le résultat. Les deux, moi, j'en attendais pas tant. Parce qu'en plus, ça disait full privé, mais au final, il n'est pas full privé, je crois. Hein, et il a un petit team là-bas. Alors, je sais pas si c'est un nom de team, mais de lui. C'est peut-être un team Ouais. privé, hein, parce qu'il y a des teams qui Non, sont mais moi, privés ils avaient dit États-Unis, full quoi. privé parce qu'il allait en GP. Là, en GP, il y allait avec sa famille et son couteau. Ok, Enfin, avec sa moto, quoi. ouais. Et son mécano à lui, quoi. Mais Enfin, là, voilà, il me paraît semble qu'il était avait un moteur d'origine et juste un échappement. Ouais. Une ligne. pas- Voilà. Mais- C'est une ligne qu'on dit en français. Exhaust. Ouais. Ah ouais. J'allais dire un silencieux, mais je me suis dit, il n'y avait pas que le silencieux quand même. Aussi, faut... non, juste le collecteur, c'est ce qui coûte le moins cher. Il n'y a pas besoin de changer la laine de roche. Ouais. Bon, autre chose pour les 450 ou Enfin, je souligne quand même un truc que j'ai entendu que j'avais pas remarqué, mais Jason Anderson en fin de deuxième manche est allé chercher Prado. Et pour moi, ça témoigne que Prado, je pense que c'est surtout l'épaule et la préparation qui manquent. Parce que Jason Anderson, qui lui-même a raté plusieurs semaines, n'a repris la moto il n'y a que 3 semaines et qui a raté plusieurs semaines pour des problèmes de santé, il ne devrait pas avoir plus de caisse que Prado. Donc je pense qu'au niveau de Prado, il y a un petit manque de préparation en plus de toutes ces nouveautés qui doivent être un petit peu déconcertantes, qui vient ajouter à sa performance, quoi. Et on ne sait pas ce que c'est du coup aussi Anderson là, parce que lui est parti. Il a juste dit des problèmes de santé. Non, on ne sait pas ce que c'est. Bon, autre chose pour la catégorie 450 ? Non, je crois pas. Eh ben, on va passer à la catégorie 250 et Digan intouchable. Voilà, fini. Ah, il a été bon encore, hein, le Diggs. Ah, il s'est fait chep par contre par Davis pour la célébration d'arrivée. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. Mais non. C'est- Ah lui ouais, aussi. lui aussi. Et puis il l'a mis sur TikTok. Hein. Donc Eh si vous voulez ben. aller voir TikTok, il a mis sa célébration. Hein. Parce qu'il en joue. Peut-être que c'est une dédicace justement à Cole, son pote Cole qui a pas pu rouler. Et il a fait une trend aussi il y a pas longtemps, j'ai envie de le souligner les gars, parce qu'il a fait une trend sur TikTok quand même, il y a pas si longtemps là, où c'était elle aurait voulu un câlin, mais à la place j'ai fait ça, un truc comme ça, grosso modo. Pour ceux qui connaissent la trend, vous pouvez l'expliquer dans les commentaires au pire. Mais c'était un truc dans le style. Et il a mis des vidéos avec Baumer où il lui met la gifle, il lui met un bloc pass, il le fout par terre en disant il aurait sans doute voulu un câlin et puis je l'ai foutu par terre quoi. Enfin je l'ai maîtrisé, je l'ai méprisé. Sympa. Le mec, mais je me dis mais l'autre il est vraiment culotté. On va parler d'un truc avec Digan. En deuxième manche, quand il met un tour au mec là sur la table, c'est un doigt ou un pouce qu'il lui fait? Non, moi j'aurais dit un pouce, mais à la fois je vois Parce pas que très je bien. vois pas pourquoi lui. Après, peut-être que c'est une histoire de réseaux sociaux encore. Hein. Peut-être qu'ils Ouais. se sont embrouillés dans les commentaires d'un post de je sais pas qui. Mais je me suis dit, parce que le mec sur la Kawa, je suis désolé, je sais pas, j'ai pas vu qui c'était. Il regarde Digan sur le saut d'avant et Digan tourne la tête super vite fait en mode ah tu me regardes et le saut d'après il lui fait un geste. Du coup. Ouais. Bon, je me suis dit, sinon, si ça se trouve, c'est peut-être un pote au final, tu sais, des fois, avec un privé, ils s'entendent bien Ouais, et tout, ouais. puis ils sont des gestes et ça se critique, ouais, comme ça, machin. Moi, je l'ai pris comme ça parce qu'effectivement, j'ai pas trop vu ce qu'il fait, donc, mais je voyais pas pourquoi potentiellement il serait vénère contre Moi lui. non plus. Mais après Digan il a pas forcément besoin d'une raison. Non. Non, il cherche justement, c'est lui qui crée les raisons en fait, Ouais. de s'embrouiller avec les autres. Bon, ouais, Digan, sinon, c'est le même Digan que l'année dernière, quoi. Il est super chaud et il va être dur à battre. J'ai pas grand chose de plus à dire sur lui. Cependant, quelqu'un qui m'a impressionné, c'est Joe Shimoda. Alors là, Joe Shimoda, j'attendais pas cette vitesse de pointe et j'attendais pas ce résultat de sa part au premier outdoor, surtout quand on voit comment s'est terminé le Supercross. Parce que le Supercross avait commencé très fort, il se pète des doigts, Mais il est plein de roule, surprises. il roule pas trop mal avec des doigts pétés. Et au mois de mai à Salt Lake City, il roule aussi bien qu'avec des doigts pétés, avec des doigts qui sont plus pétés. On va comprendre. Bah justement, je comprends pas. Je suis perplexe, dubitatif, confus. Ouais, non, moi aussi, il m'a un peu impressionné. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Et Baumer m'a impressionné en deuxième manche, en tout cas. Parce que Mais la ouais. première manche, c'était là où je l'attendais. Je crois qu'il finit pas loin de 7, non, un truc comme ça. Oh non, un petit peu mieux que ça Un quand peu même, mieux. je crois. Mais je voyais par là, quoi, tu vois. Et il m'a bien impressionné en deuxième manche. Ouais, il s'est battu, il s'est accroché, une bonne vitesse de pointe. Ouais, je l'ai noté solide, mais je l'ai mis dans la même catégorie que Vial. Et alors Vial, je suis désolé, on va en parler, il le faut. Vial, c'était bien. Mais ça m'inquiète un petit peu quand même. Parce que j'ai l'impression que je vois du Vial
faire ce qu'il a fait en Supercross. Ça part devant, ça roule correct, ça prend pas de risques et en même temps, je veux pas qu'il s'explose, donc c'est pas mal de pas prendre trop de risques. Mais au final, ça se fait doubler par Digan, ça se fait doubler par Shimoda, ça s'est bataillé un peu avec Baumer. Ouais, parce qu'en plus, je crois que Vial, il fait le meilleur départ en deuxième manche et après, il se fait tout de suite doubler par Baumer, non? Parce qu'il me semble que Baumer mène une petite partie de la manche. Je sais plus précisément, mais il me semble qu'il se bataille avec Baumer. S'il l'a pas doublé, en tout cas, c'était bataille. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que Fox Raceway, première épreuve, le résultat et le roulage, Vial, je me dis, c'est bien. C'est un bon début de championnat. Il y en a encore 10 autres. On est dans le coup, que ce soit en vitesse, au niveau des points. Voilà, on n'a pas eu de grosses pertes comme Sexton, par exemple. Donc, ça va. Mais après, quand je regarde le personnage et ce qui s'est passé avant, je me dis, par contre, en fait, ça risque d'être ça pendant encore 10 courses. Et ce ne sera pas assez. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette course en voyant moi, en fait, déjà, j'avais entendu ces interviews où il disait je vais monter en puissance, la piste ici, c'est pas celle sur laquelle je suis la plus à l'aise, c'est la première, pas beaucoup d'entraînement en motocross, enfin voilà, un peu des excuses. Alors, attention, quand je dis des excuses, c'est pas forcément du pipeau où il se trouve une fausse excuse, enfin, c'est des excuses, mais il est légitime de les donner, on va dire. Mais donc déjà de là, je me suis dit, ok, il part dans un état d'esprit comme si on sauve des points. Cette fois-ci, tu sais, comme si tu te disais, bon, c'est la boue justement, et le but, c'est de rester sur ses roues et sortir entier, et ce sera bien, quoi. Donc déjà, je me suis dit, bon, l'état d'esprit, il n'est pas là. Ouais, là, je suis déter, c'est bon, c'est la dernière, j'ai envie de tout froisser, et j'ai envie de tous les manger, au moins. Sans dire, je vais tous les manger, j'ai envie. Donc j'étais un peu préparé psychologiquement à ce qu'il nous fasse justement un peu comme en Supercross, à être très safe au final. Ça me rappelle moi aussi à certains moments la peur de tomber et de perdre de gros points, mais du coup tu finis toujours par rouler un peu sur la réserve et puis tu progresses pas en plus comme ça. Donc ouais, c'est un peu inquiétant et rassurant à la fois. Rassurant, non, pas tellement, parce que voilà, c'est lui, c'est ça, enfin, ça m'étonne pas, c'est bien, y a rien de surprenant, tout ça. Mais disons que d'un côté, il fait ce qu'il a toujours fait et on a peur que face à Digan, ce soit pas suffisant. Et en même temps, d'un autre côté, il fait ce qu'il a toujours fait et ça lui a valu 2 titres MXGP et 2 titres Supercross Est, quoi. Donc tu te dis qu'en même temps, petite expression américaine, si c'est pas cassé, le répare pas. Pourquoi changer sa manière de faire si ça lui a amené des titres jusque-là aussi, tu vois. Ouais, ça lui a amené des titres en Supercross, donc à la limite, d'accord. En motocross, ça lui a pas amené. Enfin, en MX2. Ouais, mais bon. En MX2, t'avais Geerts, c'est tout. Et sans dénigrer Geerts, mais déjà, t'en avais qu'un seul. Il n'y avait pas grand monde derrière, tu vois. Là, je pense que t'as un Digan, t'as un Shimoda, t'as Baumer, visiblement, et il est là. T'as Kitchen, que t'as pas. Grosse déception d'ailleurs, hein. J'imagine que tu l'as mis là-dedans. Moi, je suis très très déçu. Oh ouais, Kitchen décevant. Il est encore plus. J'ai Imus après dont on va parler et en dessous j'ai Kitchen, quoi. Donc là, il y a un peu plus de monde et puis je pense quand même qu'on a un Digan qui est meilleur qu'un Geerts à l'époque de ses titres MX2 et probablement un Shimoda aussi. Après voilà, c'est toujours pareil, on fait la comparaison comme ça, à vue de nez, on n'en sait trop rien. C'est mon avis sur la question d'extérieur et de personnes pas expérimentées. Ou au moins au même niveau. Et donc déjà, tu en as 2 au lieu d'1, quoi. Ouais. Si tu as Digan et Shimoda. Et effectivement, Vial, c'est quand même aussi beaucoup de très bons départs. Et est capable de rester devant parfois quand il part devant et parfois pas trop de rester devant. Et c'est vrai que c'est rare de le voir partir derrière, aller doubler, être meilleur, incisif, agressif, etc. Donc, ouais, c'est à l'image du personnage aussi. Tu le vois sur les podiums, il est tout gentil, machin. Genre même, je regarde ses vidéos de quand il a gagné le titre. Il ose même pas lever le poing, t'as l'impression, quand il a gagné le titre en Supercross, tu sais, genre, il souffle et tout, il lève un peu la main, il la redescend vite, il reste pas là comme ça, voilà, j'ai gagné et tout. Après, c'est peut-être un peu de la manière aussi dont il l'a gagné, que peut-être que lui a une forme de je me sens pas légitime de hurler les bras en l'air, etc. Même si bon. Je pense que c'est de la personnalité. Après, il est peut-être plus introverti que la plupart des pilotes qu'on a. Oui, mais du coup, j'ai l'impression aussi parce que là, effectivement, on va pas rentrer dans la psychologie et analyser le personnage. Mais c'est vrai que je trouve que ça se traduit vachement sur la moto. Je trouve qu'il est vraiment en adéquation avec son pilotage pour le coup. Tu vois, quand tu le vois sur un podium, tu le vois vraiment comme il est sur la moto. C'est pas quelqu'un d'extravagant. Voilà, un petit peu timide et qui ira pas tenter.
de gros sauts. Alors en supercross, en motocross, ils les passent quand même tous. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il faut s'énerver un peu. Comme Shimoda. Ouais, et Shimoda, d'ailleurs, il s'était énervé en supercross. Il a commencé à mettre des taquets aux Diggs, là. C'était bien. Moi, ça m'a plu, moi. Et puis là, en motocross, voilà, il en veut en vouloir un peu. Et je sais pas, ouais, je suis un peu. Je reste sur ma faim avec Vial. Là. Et parce que forcément, voilà, français, je le supporte, j'en attends plus de lui. Donc j'ai envie qu'il sorte encore plus les doigts, qu'il s'énerve. J'ai envie de le voir s'énerver. Ça y est, j'avais dit ça pour Shimoda. Ouais. Au final, il s'est énervé. Alors moi, on m'a dit sur TikTok, et t'as déjà vu un Bracho? Non, pas Bracho. Jean-Michel Bayle s'énerver. Les gars, désolé, j'étais encore dans les couilles de mon père. Donc non, je risque pas de l'avoir vu. En revanche, moi, j'ai envie de le voir s'énerver. Je vois un Digan énervé et les garçons, ils gagnent, quoi. Ouais, non, là, je suis désolé, Mister Brap. JMB, il l'aura pas vu. Ah non, je sais pas quel âge a le monsieur maintenant, mais j'ai un peu de barbe, les gars, mais je suis jeune. Merde. Ouais, JMB, il a gagné, je crois, en 91, le titre SX US et MX US. Donc, ah putain, j'étais même pas dans les couilles de mon père. On parlait pas de moi, quoi. J'étais même pas en conception là, dans la tête, quoi, les gars. Non, là, c'était donc, vraiment... mais c'est bien, c'est qu'il y a toute génération qui nous suit. C'est et cool. je crois qu'il a arrêté le cross aux US, en tout cas. Sa dernière saison, c'était peut-être 92, ou alors c'était 91 quand il a gagné. Après, il s'est barré. Mais c'est 93, McGrath est arrivé en 250 et JMB était plus là, quoi. Donc après, parce qu'après, il a fait de la vitesse sur piste et tout, quoi. Donc, où il a gagné aussi des titres de champion du monde. En vitesse ? Ouais. Bah, c'est pour ça que JMB, c'est quand même... c'est quelqu'un. Voilà, il y a des chamailleries sur les réseaux, mais JMB, DV, même... les gars, on ouvre un nouveau débat. Là. Moi, j'en ai rien à faire, les gars. Moi, pareil, y a personne... qui est team JMB, qui est team DV. Personne qui me donne des rangs et je couche avec personne. Alors, dites-moi, les gars, là, JMB, DV, c'est qui le meilleur, là, qui le meilleur pilote français? Ah bah au palmarès, ça reste JMB, hein. Champion du monde en 125 et en 250, champion des États-Unis en 250, supercross et motocross. Il a peut-être gagné moins de finales de SX que DV cependant, mais il a des titres, quoi. Il a des titres mais ça, au niveau international, ce qui n'est pas le cas de DV. Alors effectivement, si on compare juste le papier, d'accord, mais effectivement après tu compares c'est comme quand on essaie de comparer par exemple Jet, Stewart, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes adversaires. C'est plus le même roulage du coup aussi, donc effectivement c'est très dur, c'est très spéculatif. Oui. Tu essaies d'imaginer un peu comme quand on fait aussi GP outdoor, tu essaies de comparer les deux que tu n'as jamais vu ensemble et tu pourras jamais au final comparer réellement un Jet avec un Stewart, à part sur voilà, la technique, etc., des points comme ça sur lesquels tu as deux vidéos que tu peux mettre côte à côte, mais au final derrière une grille, lequel gagne entre les deux? Tu peux même pas comparer des temps chrono, t'as jamais les mêmes trous, enfin ils ont pas roulé la même année, tu vois, c'est tout qui est différent, quoi. De ce que j'ai entendu, pour le coup, JMB, il a gagné à une époque où si tu étais sur la Honda HRC, tu avais quand même un sacré avantage sur les autres au début des années 90 et fin des années 80. Là où et il s'est arrêté avant que McGrath monte en 250. Là où DV, il a affronté McGrath, il a affronté Carmichael, il a roulé avec Stewart. Il n'était pas sur une Honda HRC. Et donc c'est sûr qu'il y a débat. Après je laisserai les gens qui ont vécu surtout l'ère de JMB, parce que celle de DV autant j'ai suivi un petit peu la fin. JMB j'étais pas trop là non plus. Ouais, bah les 40, donc, 50, 50 les gars, allez-y. Donc allez-y, hein, dites-nous ce que vous en pensez. Nous on va peut-être revenir vite fait à Fox Raceway, parce que je sais plus pourquoi on a dérapé là-dessus, mais donc on disait que Vial, je suis pas encore inquiet. Vial, j'appuie pas encore sur le bouton de panique, tu vois, l'alarme. Je fais pas encore sonner l'alarme. Mais moi j'ai déjà vu le Supercross, donc je la sonne tout de suite. Réveille-toi maintenant et j'attends pas la moitié du championnat avant de m'énerver. Sinon, Chance Hymas, moi j'ai trouvé que c'était bien jusqu'à ce qu'il tombe. La vitesse. Je me souviens même plus. Il a mené la moitié de la première manche. Mais quand est-ce qu'il est tombé? On le suivait pas, donc ils ont filmé sur lui. Il était déjà en train de se relever, mais je crois qu'il a juste perdu l'avant. Et il était premier quand il est tombé. Exact. Donc bon, il a fait un petit cadeau. Et d'ailleurs, c'était Baumer qui était deuxième à ce moment-là, parce que Digan se battait avec Baumer, tu vois. Donc ça, c'était la première manche. Donc Baumer, il a fait 2 manches qui étaient quand même assez solides. Je pense qu'il en manque un petit peu. Il manque peut-être un tout petit peu de rythme pour aller aussi vite que Digan et Shimoda, parce que Shimoda, pour le coup, c'est ce qui m'a impressionné, c'est qu'il roulait vraiment dans le rythme de Digan jusqu'aux 5 dernières minutes. Donc il manque peut-être un tout petit peu de rythme, Baumer, et un petit peu de physique, je pense, quand même, sur la fin de manche. Mais donc Hymas, à la limite peut-être pareil, un tout petit peu de rythme par rapport à Digan, mais pas grand chose.
En tout cas, pas en début de manche. Et après, physique, je sais pas. Deuxième manche, de toute façon, il est mal parti et donc il est revenu, mais c'était pas aussi fulgurant que le début de la première manche, quoi. Mais c'était lui qui était le plus rapide aux essais. Oui, dans le dernier tour même qu'il a. Purée, là, j'aurais aimé qu'il nous fasse un petit. Comme ça, là, parce que Digan il était déjà parti sur le podium. Ah. Parce qu'il avait la pole à ce moment-là. Et dans son tout dernier tour, Aemas claque la pole. Et du coup, Digan, puis voilà, du coup, il reprend son casque. Descend de la poêle, t'es cuit. Il s'en va. Et là, j'aurais bien aimé, tu vois, vu que ça chamaille et tout. Je me dis, putain, peut-être qu'un Baumer, là, il aurait. Enfin, après, Baumer, il avait l'air de dire vers la fin du Supercross qu'il se reconcentrait sur lui et son roulage et qu'il sortait un peu de ces histoires-là. Et il a raison. Mais s'il avait vu son TikTok où il aurait voulu des câlins et que finalement, il a mangé le sol. Quelqu'un a dû lui montrer. Hein. Ouais, sans doute. Peut-être que du coup, il aurait fait. Sors de là. Laisse la place. Bon, et puis sinon, oui, j'ai mis Kitchen décevant. Décevant de Kitchen et pour Kitchen, parce que bon, pour le coup, la chaîne qui tombe, c'est dommage. Mais quoi la chaîne qui tombe, enfin la chaîne, il a déraillé, quoi. Ah, j'avais même pas vu. Si, c'est pour ça qu'il s'est arrêté en deuxième manche. La chaîne avait déraillé. Donc ça, c'est dommage. J'imagine que c'est pas particulièrement de sa faute, parce que je vois pas comment tu peux faire une erreur, toi, qui te fait dérailler, à moins de mettre peut-être le pied dedans. Mais bon, je pense que c'est plus un coup de la faute à pas de chance. Mais même avant que la chaîne déraille, il était 10e et on en attend mieux de Kitchen, quoi. Ouais. Et sinon, Jérémy Martin, week-end difficile. Eh oui, ici, je l'ai vu 20, je crois. Du général ou d'une manche, je sais plus. Mais... Je crois que première manche, il fait 22. Oh, vache. Genre, le premier n'a pas marqué de points. Et je me demande si c'est pas un peu pareil en deuxième manche. Alors, première manche, il est tombé avec Faulkner en première manche. Et il est reparti, je crois, de la dernière place. Il est remonté 22. D'ailleurs, j'avais été surpris de Faulkner les chronos aussi. Ah ouais, il avait fait combien ? Il avait fait 6, je crois, un truc comme ça. Ouais, pas mal. Donc, pour Faulkner, en outdoor et tout, ouais, je m'attendais pas à le voir si haut. Ouais. Et deuxième manche, ouais, c'est pareil, je crois qu'il fait 22 ou 21, Jérémy Martin. Il est parti, je crois, à nouveau presque dernier. C'est raté. Je sais pas s'il a raté son départ ou s'il s'est accroché avec quelqu'un dans les premiers virages. Mais bon, voilà, un week-end difficile. La nouvelle, c'est que finalement, il fait tout l'outdoor. Donc, je m'attendais pas spécialement à le voir pour le titre, mais j'avoue que je le voyais quand même pas à la 20e place. Je m'attendais quand même à ce que l'expérience, surtout l'expérience sur la 250, sur une star et tout, que ça revienne, quoi. Enfin, après, peut-être que ça va revenir vite, qu'il va monter en puissance et qu'il va revenir. Je pense, il dit qu'il a que 10 jours sur la... Et encore, pas 10 roulages, hein, mais je crois qu'il il s'est entraîné, il a commencé à s'entraîner sur la moto 10 jours avant la première épreuve, je crois. Donc il manquait un peu. Avant ça, il avait acheté une Kawa 450 et il roulait parce qu'il voulait au moins faire 1000 villes, vu que c'est chez lui. Donc ouais. Sur une 450, il voulait faire. J'imagine, ou peut-être qu'il s'était acheté une 450 parce que il va la ruiner moins vite et que ça lui coûte moins cher pour se préparer et qu'ensuite il allait faire sur une 250, ou peut-être qu'il l'aurait fait sur sa 450 s'il trouvait aucune opportunité, mais qu'il allait voir pour essayer de trouver un guidon pour faire au moins une course, quoi. Je sais pas. Autre chose sur la catégorie 250 ? Je crois pas. Bon, en tout cas, Fox Raceway, c'était la régalade. Moi, j'ai hâte pour Hangtown. Là, à l'heure à laquelle nous tournons ce podcast, nous sommes mardi. Et je vais te dire, c'est que samedi ne peut pas arriver assez vite. Là, la deuxième manche 450, je l'ai déjà regardée 3 fois. Je n'en peux plus. Donnez-moi à nouveau une course. Bon, Hangtown, Tomac, il remet les pendules à l'heure là sur son terrain ou pas ? T'as vu la petite conférence de presse après la course, Jet et Tomac ? Vite, j'ai vu une image où il rigole beaucoup. Parce que et justement, j'ai vu une réponse à une question. Parce que Jet, à un moment donné, oui, c'est ça. Quelqu'un a dû lui demander qu'est-ce que ça faisait de rouler et de faire ce genre de course contre Tomac. Et il dit que c'est quand même super cool de rouler contre un mec, un nom aussi important dans notre sport, qui a fait des trucs de fou. Et qu'il dit, quand il y pense là, quand il y réfléchit 2 secondes, il pense à la fois où il a battu tout le monde avec plus d'une minute d'avance à Hangtown. Puis après, il y a quelqu'un qui lui dit oui, et à Glen Helen aussi. Et il se tourne vers Tomac et il dit Glen Helen aussi. Et t'as Tomac qui le regarde juste comme ça et puis qui fait un petit sourire en coin, genre comme ça. Et Jet, lui, il repart sur ce qu'il est en train de raconter. Mais c'était vraiment trop marrant. Et après, quand il lui parle de la semaine prochaine, il dit oui, comme je vous ai dit, maintenant, quand je pense à Hangtown, je pense à la fois où il a battu tout le monde avec plus d'1 minute. Donc peut-être falloir que j'aille me faire laver le cerveau pour arriver avec un peu de confiance la semaine prochaine. Mais c'était bien marrant. Et du coup,
Mais du coup, J'espère. ouais. J'espère qu'il recolle. Parce que déjà, là, ça y est, il y a 10 points de retard. Il faut recoller au championnat. Là. Donc, Eli, écoute-moi. Écoute Mr. Brap et James Stewart. C'est pas moi qu'il faut écouter, c'est eux. Mais écoute-moi, écoute-les. Règle l'amortisseur. Là, mets un petit peu moins de rebond. On voit ce que ça donne. Voilà, t'as des essais de toute façon, tout ça. Mets du gros gaz. Et puis, vas-y, va nous chercher Jet, quoi. Ce sera bien. Puis Chase roule. Avec tes lunettes. Mets tes lunettes. Ouais. Mais je vois bien. Mets tes lunettes quand même. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si on a 20 likes, on fait un petit épisode sur le MXGP dernier. J'y étais, lui, il était à Saint-Witz. Allez, à plus.